Jean-Jacques Bourdin. Notre invité ce matin, Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Je suis très heureux de vous recevoir, Jean-Noël Barrot, parce que j'ai beaucoup de questions. Bonjour. Bonjour. Et je vais commencer avec le Proche-Orient. Vous allez me dire si c'est vrai ou pas, vous étiez au téléphone hier soir avec votre homologue israélien et votre homologue américain. C'est vrai? C'est vrai. C'est vrai. Bien. Alors j'ai envie d'avoir des nouvelles des deux otages franco-israéliens, Ofer Calderon et Ohad Yahalami. Sont-ils vivants? Ofer Calderon, Ohad Yahalami, ça fait maintenant 15 mois qui sont retenus dans l'enfer de la captivité à Gaza. Ça fait 15 mois qu'on se mobilise sans relâche pour leur libération. Avec le cessez-le-feu, on a l'espoir de les retrouver rapidement, mais nous ne savons pas quand ils sortiront, ni s'ils sont en bonne santé. Donc nous Vous ne savez pas s'ils sont vivants ou morts? Non, car les autorités israéliennes elles-mêmes ne le savent pas. Elles ont reçu des informations plus précises hier. Une liste, mais qui ne fait pas apparaître les noms des personnes retenues en otage. Il fait apparaître leur âge, leur sexe, mais pas leur nom. Et donc c'est évidemment la question que je lui ai posée. Je lui ai posé la même question que vous, Jean-Jacques Bourdin. Oui. Dans quel état de santé se trouvent nos deux otages? Quand sortiront-ils? Et il ne pouvait pas répondre à ma question. Et je lui ai demandé, comme je l'ai fait depuis si longtemps maintenant, de tout mettre en œuvre pour qu'ils sortent le plus rapidement possible. Oui, je vous dis ça parce qu'il y a une liste de 33 otages. Et sur cette liste, il y a 8 otages qui sont décédés. C'est la liste que possèdent les Israéliens aujourd'hui. Sur cette première liste, 26 sont encore retenus et devraient être libérés dans la première phase du cessez-le-feu, dont 8 sont décédés. Donc on ne sait pas si les deux otages français sont parmi ces 8 ? Non. On ne sait pas. Non. Vous n'avez aucune nouvelle sur leur état de santé. Bien. Est-ce qu'Israël va retirer ses forces présentes au Liban, encore présentes au Liban? Au Liban, le 27 novembre dernier, nous avons obtenu, la France et les États-Unis, de haute lutte, un cessez-le-feu qui a mis fin à cette guerre au Liban qui durait depuis plus d'un an, qui avait fait près de 4000 morts, qui avait précipité des centaines de milliers de Libanais hors de chez eux pour fuir les combats. Ça a permis de stabiliser la situation, de mettre fin à la crise humanitaire. Ça a permis aussi d'enclencher une dynamique politique qui a vu l'élection, enfin, après 2 ans d'attente, d'un président de la République qui a pu nommer un Premier ministre. Et nous sommes arrivés hier au 60e jour de ce cessez-le-feu. Oui. On s'était donné 60 jours pour aboutir à l'issue à un retrait des troupes israéliennes et un désarmement du Hezbollah dans le sud du pays. Nous avons progressé vers cet objectif, nous ne l'avons pas tout à fait atteint, c'est pourquoi nous avons prolongé, avec l'accord des Israéliens et des Libanais, ce cessez-le-feu jusqu'au 18 février, de manière à ce que chacun prenne ses responsabilités, que l'armée israélienne se retire et que l'armée libanaise puisse poursuivre le désarmement du Hezbollah. L'armée israélienne a jusqu'au 18 février pour se retirer, c'est ce que je comprends. Absolument. Bien. Cependant que l'armée libanaise doit poursuivre le désarmement complet du Hezbollah au sud de la rivière du Litani qui marque le sud du pays. Bien. Jean-Noël Barrot, Donald Trump souhaite déplacer les Gazaouis vers l'Égypte et la Jordanie. Est-ce que la France s'y oppose? D'abord, je crois que ça n'est pas une proposition qui est tout à fait formalisée. Je crois ensuite... Il l'a dit à haute voix. Je crois qu'ensuite, les partenaires, ou en tout cas les pays voisins, l'Égypte et la Jordanie, ont dit depuis toujours qu'ils étaient fermement opposés à une solution comme celle-là. Nous, ce que nous pensons, c'est que pour ramener la stabilité et la paix au Proche-Orient, il faut une solution à 2 États, avec un État de Palestine vivant à côté d'un État d'Israël en paix et en sécurité. Et la déportation, si je puis dire, des Palestiniens dans les pays voisins, ça me paraît incompatible avec cette solution. Incompatible, c'est du nettoyage ethnique? C'est une... Est-ce du nettoyage ethnique? Je ne vais pas qualifier si vous voulez, une déclaration pas tout à fait formalisée du président américain lorsqu'il s'exprimait, je ne sais plus tout à fait dans quel contexte, sur la situation au Proche-Orient. Le Groenland, puisqu'on parle de Donald Trump, je voulais en parler. Le Groenland, pensez-vous que Donald Trump a l'intention d'annexer le Groenland? Est-ce que vous le croyez? Ce que je pense, c'est que les frontières de l'Europe sont souveraines et que l'on parle du nord de l'Europe, du sud, de l'est ou de l'ouest. Personne ne peut s'autoriser à venir
badiner avec les frontières, et nous l'avons dit clairement et nous le réaffirmerons constamment. Ensuite, quel est le sujet au fond ? Le sujet au fond, c'est que l'Arctique est devenu un champ de conflictualité nouveau, et que cependant que la Russie cherchait à obtenir le soutien de la Chine dans sa guerre d'agression contre l'Ukraine, la Russie a aussi ouvert en contrepartie des voies d'accès à l'Arctique à son partenaire chinois. C'est ce qui inquiète aujourd'hui les États-Unis d'Amérique. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'hier, le Danemark a annoncé renforcer de 2 milliards d'euros son dispositif de sécurité, son dispositif militaire dans la zone. Donc autrement dit, le Danemark estime lui aussi que nous devons faire plus pour défendre, si je puis dire, l'Arctique contre les influences ou les ingérences étrangères. Mais ça n'est en aucun cas une raison ou une excuse pour s'en prendre aux frontières souveraines de l'Union européenne. Oui, hier, je recevais la députée européenne que vous connaissez bien, Nathalie Loiseau, qui m'a dit, à votre place, qui demandait l'envoi au Groenland d'un contingent de troupes européennes. Est-ce que vous y êtes favorable ? Pourquoi pas, puisque nous avons effectivement une question de sécurité qui est posée. Vous en avez parlé avec les partenaires européens ? On a commencé à en parler avec le Danemark. À ce stade, le Danemark souhaite... L'Union européenne pourrait envoyer un contingent de troupes au Groenland. Non, parce qu'à ce stade, ce n'est pas le souhait exprimé par le Danemark. Mais c'est une possibilité. Ce que j'ai entendu hier, puisque j'étais à Bruxelles, c'est une très forte, je dirais, solidarité des pays européens avec le Danemark, qui était prêt à réfléchir si la question de se posait. Mais du point de vue du Danemark, elle ne se pose pas à ce stade, à une sécurisation de l'Arctique en général. Pourquoi pas, si effectivement nos intérêts de sécurité sont en jeu. Si les Américains envahissaient militairement le Groenland. Mais ça n'arrivera pas. On n'envahit pas un territoire de l'Union européenne impunément. Que ça n'arrivera pas ? Non, je ne crois pas. Vous êtes certain que ça n'arrivera pas ? Personne n'a intérêt à entrer en conflit, quel qu'il soit, avec l'Union européenne. Bien. Et si ça arrivait, on ne va pas faire la politique des si. Néanmoins, c'est une hypothèse que vous envisagez. Je ne fais pas de politique fiction, et je vous l'ai dit, les frontières de l'Union européenne ne sont pas négociables. Pourquoi pas la possibilité d'envoyer des troupes ? Si je comprends bien. Si le Danemark sollicite la solidarité des États membres de l'Union européenne, la France, comme répondra. En tout cas, répondra présent. D'ailleurs, la première ministre du Danemark a entamé une tournée européenne. Laissons-la faire cette tournée et exprimer aux dirigeants européens ce que sont les attentes du Danemark. Puisque nous parlons de Donald Trump, parlons-en. Il veut augmenter les tarifs douaniers sur les produits venus d'Europe. Que lui répondez-vous ce matin ? Il y aura une réplique européenne s'il le fait ? Je ne l'ai pas entendu exprimer ouvertement depuis sa prise de fonction l'idée d'appliquer des droits de douane, et je pense que c'est une bonne chose. Pourquoi ? Eh bien parce que les États-Unis ont tout à perdre à entrer en guerre commerciale avec l'Union européenne. Nous sommes leur principal partenaire commercial. Et s'il est vrai que les Américains achètent plus de produits européens que l'inverse, eh bien, les Américains investissent plus en Europe que nous investissons aux États-Unis. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça signifie qu'il y a en Europe de très nombreuses, en réalité des dizaines de milliers d'entreprises américaines qui produisent sur notre sol. Que se passerait-il si Donald Trump appliquait des droits de douane ? Eh bien, ce sont des entreprises américaines qui seraient les premières victimes. Et donc, évidemment, ce travail de conviction, nous allons le faire. Mais si ça ne suffit pas, eh bien, nous passerons, si je puis dire, à la dissuasion, en expliquant très clairement que, comme par le passé, lorsque entre 2016 et 2020, des droits de douane ont été appliqués sur des secteurs européens, eh bien l'Europe répliquera. L'Europe répliquera, s'il le faut. Absolument. Elon Musk, il veut rebaptiser la Manche en canal George Washington, vous avez vu ça ? Oui. J'ai vu. Alors je me suis dit spontanément, évidemment, j'ai pris ça sur le ton de la blague, et je me suis dit qu'il aurait peut-être pu la baptiser le canal Lafayette. Ça me semblait un tout petit peu plus approprié, mais je ne veux pas donner trop d'importance à ce qui n'est qu'une blague sur Twitter. Et aux déclarations d'Elon Musk, qui n'est pas membre formellement du gouvernement qui va être membre du gouvernement. Non, il va être à la co-direction d'une agence. Mais membre associé. Il ne va pas être validé par le Sénat. Oui, mais il soutient l'AfD, appelle à voter pour l'extrême droite en Allemagne. Le meilleur espoir pour l'Allemagne, dit-il, en parlant de l'AfD. Ingérence, dangereux pour la démocratie ?
Bien, soit c'est un coup de com pour faire le buzz sur les réseaux sociaux et en particulier le sien. Et alors c'est extrêmement regrettable. Soit c'est une alliance délibérée, choisie.